Venu ce matin, Charles Gaston Couturier, qui est un consultant chez Forgestic, va nous montrer l'analyse interactive avec SAP Business One et Excel sur HANA, donc ça exclut, ça couvre pas SQL. C'est ça? Juste pour être certain, on a des clients sur SQL. Charles? Oui. Oui. Fait que Oui, ce que tu nous exactement. montres, c'est exclusivement HANA, c'est ça? Ouais, je vais tout vous expliquer ça. Parfait. Fait que je vais transférer ici le contrôle. Et voilà. Bon, bonjour tout le monde. J'avais vraiment hâte de vous faire cette présentation à propos, comme Tracy l'a mentionné, d'un outil qui n'est pas très, très bien connu ou d'un ensemble d'outils qui ne sont pas très, très bien connus, malheureusement encore, et qui sont associés effectivement à l'engin de base de données ou de gestionnaire de traitement de données SAP HANA. Et donc, je vais juste, si vous me permettez, préparer, mettre la table, comme on dit. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? J'imagine que vous n'avez pas le droit de parole aujourd'hui, donc je vais assumer Oui. que vous voyez bien l'écran. Si jamais quelqu'un a besoin de s'exprimer, je pense que Tracy va pouvoir intercepter vos commentaires et interrogations dans le chat box. On va aborder des concepts théoriques au tout début, mais ne vous en faites pas, c'est rien de très compliqué. Et on va faire suivre par une petite démonstration pratique de comment on peut utiliser ce genre de système-là. Donc, SAP HANA, on peut dire en ce moment qu'elle a un pied. Bon, je dis elle parce qu'un homme suggère toujours que c'est une femme. S'il l'avait appelé Pierre-Paul, j'imagine que je dirais il, mais en passant, Anna, c'est pas vraiment une femme, c'est un acronisme, je crois, dont les lettres signifient certaines fonctions dont on parlera un peu plus tard dans la présentation, en fait, assez rapidement. Donc, on peut dire qu'Anna a un pied dans le présent et un pied dans le futur. Et donc, c'est sous ce thème-là, dans le fond, que je vais faire la présentation aujourd'hui. Donc, ANA est un système de traitement de données à la fois OLTP, et ça, c'est le présent, et OLAP. Là, vous avez entendu les deux concepts les plus compliqués qu'on aborde aujourd'hui. On commence avec le plus difficile. OLTP, ça implique un traitement transactionnel en ligne sur un mode ligne par ligne. Si vous avez déjà entendu parler de l'engin Microsoft SQL Server, c'est un engin qui est typiquement OLTP. La syntaxe qui est utilisée généralement, c'est SQL, bien entendu. Et les particularités, c'est que, bon, en ce moment, ça nous apparaît comme étant plutôt simple parce que SQL existe depuis, je crois, 1982. Donc, on a eu le temps quand même de se familiariser avec le langage SQL. Mais on le sait maintenant, c'est une façon de traiter des données puisque ça se fait ligne par ligne. C'est une façon beaucoup moins rapide quand vient le temps d'essayer d'extraire des données intelligentes ou des données d'affaires de notre système. OLAP, c'est un traitement analytique. Et donc, je crois que dans ANA, les lettres A, il y en a au moins une des deux lettres A qui signifie analytique. Et ici, ce qui se produit, c'est essayer d'imaginer un gestionnaire de données, un robot de données qui
n'a plus besoin de parcourir les données ligne par ligne, mais qui peut ramasser une colonne entière de données, et ça, même si vous avez 10 ou 20 millions de lignes de données dans une table, le gestionnaire de données, dans ce cas-là, le gestionnaire OLAP, appelons-le OLAP, ça pourrait presque être un prénom, ramasse, lui, une colonne au complet à la fois, qu'importe combien il y a de données dans la colonne, et c'est pour ça qu'on obtient un traitement qui est beaucoup plus rapide lorsqu'on utilise la méthode du futur. Et donc, on a tous déjà entendu parler, je pense jusqu'à présent, de Big Data. Un bon exemple serait Google. Je ne sais pas si, comme moi, vous vous êtes déjà demandé comment ils font pour pouvoir vous retourner des résultats de requête, qu'importe les mots-clés que vous mettez dans un engin. On est certainement plus qu'1 milliard à utiliser Google en même temps, je suis à peu près certain. Et pourtant, le traitement est toujours instantané. Un autre bon exemple des mégadonnées, c'est vos téléphones intelligents avec l'application Google Maps, où essayer d'imaginer le nombre de personnes qui utilisent ça en même temps, mais ça pointe tout vers un même méga entrepôt de données. Et donc, ces gens, comme par exemple la compagnie Walmart, qui utilise SAP HANA. Donc, ceux parmi vous qui utilisez déjà SAP HANA, sachez que vous utilisez le même genre d'engin de données que la compagnie Walmart, qui rapporte dans ce système-là, au meilleur de ma mémoire, je n'ai pas revérifié avant la présentation, mais il me semble que c'était 250 000 transactions par jour qui est traité par la compagnie Walmart. Puis lorsqu'ils font du reporting, évidemment, dans leur système, ils le font avec les méthodes du futur, sinon on aurait le temps de boire 4 cafetières avant d'avoir le résultat d'un très simple rapport. Je vais vous parler d'une entreprise qui est beaucoup plus proche de Forgestic, plus proche de moi aussi, parce que je viens de compléter l'implantation d'un système de mégadonnées dans cette entreprise-là qui s'appelle Safe and Fair Food Company. C'est une entreprise qui est basée aux États-Unis. Et eux, c'est pas Walmart, mais c'est quand même un volume qui va jusqu'à 4000 documents par jour qui sont insérés dans SAP Business One. Download automatique à partir de Shopify. 4000 transactions par jour. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer à quoi ressemble leur dépôt. C'est toutes des transactions qui sont réglées par carte de crédit. Les dépôts se font automatiquement. Et toutes ces données, on les accumule, on ne nettoie rien parce que, écoutez, toutes les habitudes de consommation spécifiques de leur clientèle, par code postaux, par région, par produit, tout est important. Je veux dire, on paye tellement cher pour ces systèmes d'information-là qu'on voit de moins en moins d'un bon œil le fait de devoir supprimer des données pour continuer à avoir la performance. Donc, on sait dans leur cas qu'on va devoir gérer un entrepôt qui va excéder facilement les 2 millions de lignes de détail à terme. Et le temps de requête qu'on se fixe, c'est environ 2 à 3 secondes. Peu importe ce qu'on demande au système, maximum 5. C'est comme ça qu'on établit notre architecture pour pouvoir avoir une interactivité, parce que les analyses interactives dont on va vous parler aujourd'hui, puis là, je suis sur le point de les présenter, ben il y a quand même une notion d'interactivité là-dedans. Alors, on peut pas vivre avec un temps de traitement qui serait de 25-30 secondes, qui, selon les standards de certains, il y en a pas mal qui seraient contents d'avoir leur plus gros rapport qui roule en 25-30 secondes au lieu de 5-6 minutes. Mais 25-30 secondes en métadonnées, ça ne fonctionne pas. Votre Google Maps ne peut pas être 25-30 secondes en retard. Vous allez constamment manquer les virages à gauche puis les virages à droite. Donc, c'est une façon de travailler ou une façon d'architecturer les données qui est fort différente. Et dans leur cas, je suis désolé, l'image est un peu petite, mais c'est juste un exemple. Dans leur cas, on a établi un entrepôt de données, un data warehouse, dans lequel on stocke d'une façon normalisée toutes les données qui seraient autrement éparpillées un peu partout. OK? Donc, c'est pour ça qu'on obtient beaucoup de performance, c'est qu'on réunit dans une seule et unique table toutes les données qui seraient autrement éparpillées un peu partout. L'image est partagée avec leur permission parce qu'on ne montre aucune donnée importante.
Donc, les analyses interactives le modèle d'analyse interactive qu'on a monté chez eux repose sur ces entrepôts de données-là, qui incluent des données de costing, donc ils sont en mesure de suivre leur costing, pouvoir réajuster leur standard cost, des données financières, ça je vais vous en montrer un petit exemple très bientôt, des données d'encaissement, des données de facture, etc., etc. Et tout ça, comme c'est accédé à partir d'un entrepôt de données, ne nuit pas aux opérations courantes comme la saisie de facture et ainsi de suite. Donc, SAP produit ou fournit, devrais-je dire, des analyses interactives par défaut. Il y a des modèles qui sont déjà produits par SAP. Et on va tout de suite commencer à regarder quelle tête ça a. Donc, pour ceux qui avaient déjà SAP et qui avaient activé le modèle OLAP, puis si jamais vous avez des questions là-dessus, on va vous inviter à communiquer avec nous. C'est pas mal moi qui fais développer l'expertise chez Forgestic au niveau de ces technologies-là. Donc, lorsque c'est activé, vous avez accès aux analyses interactives dans un menu ici en bas, un petit peu plus bas que rapport. Et ce que ça ouvre ici, ben, c'est essentiellement les modèles que SAP fournit par défaut. Je tiens simplement à vous les montrer pour voir un peu quelle est la dynamique. J'ai cliqué sur un choix pas mal au hasard et ça m'ouvre un rapport qui me cumule des données. Mais je vous mentirai pas que la plupart du temps, puis vous l'avez probablement déjà vécu dans d'autres projets de reporting, comme par exemple fabriquer un format de facture ou un rapport de commission, tout ce qui vient par défaut est rarement adapté à une entreprise qui, par exemple, a décidé d'ajouter des UDF ou des règles d'affaires qui sont propres à vos entreprises, à votre entreprise. Donc, en général, heureusement, on a un outil qui permet de monter des modèles complètement personnalisés. Et c'est là que je vais vous amener, si vous voulez bien. Donc, on va ouvrir SAP HANA. Peut-être que pour certains parmi vous, peut-être que c'est la première fois que vous le voyez, SAP HANA. Alors, la voilà. C'est le temps de se connecter petit à petit. Donc, pour ceux qui sont familiers déjà avec Microsoft SQL Server, vous voyez qu'il y a quand même une certaine familiarité. Ici, on a un catalogue qui contient toutes les bases de données. Si vous avez ce système-là, vous avez probablement un catalogue avec vos bases de données plus certaines compagnies démo. Ici, on a juste des compagnies de démo. Et donc, tout comme avec Microsoft SQL Server, on a des tables, on a des vues, on a toutes sortes d'objets de données. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est un énoncé SQL Server tel que ça se fait depuis 1982, une technologie qui fait toujours partie du présent. OK? Et c'est ça à quoi on réfère comme étant un système OLTP parce que ça tend à traiter toutes les transactions en mode ligne par ligne. La portion qui appartient maintenant au futur, c'est les cubes. Désolé. Alors, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un cube. Donc, quand vous entendez associé avec le côté reporting, quand vous entendez l'expression un cube ou j'ai besoin d'un cube ou on va se faire préparer un cube, c'est ça un cube. Donc, c'est une façon assez différente d'organiser le travail quand on compare avec SQL Server. Et je dirais même que, comme je le mentionne dans le PowerPoint, ça peut inspirer à un certain travail collaboratif.
Je peux facilement imaginer que certains parmi vous, là, ceux qui aiment vraiment l'informatique, soyez carrément en mesure de fabriquer ne serait-ce que des cubes standards ou au moins de contribuer à des projets. C'est quelque chose que j'adore faire en tant que dans des projets de gestion de données, essayer de répartir la charge de travail entre nous et le client, parce qu'évidemment, vos heures vous coûtent moins cher que les nôtres. Et donc, sur ce, je vais simplement vous montrer très, très rapidement à quoi ressemble un cube version, disons, moderne, avec un pied vraiment dans le futur. Un cube, c'est ça. C'est juste de le mettre de la bonne grosseur. Et je ne m'attends pas à ce que vous puissiez lire les petits caractères naturellement. Ce que je veux vous montrer, en fait, c'est que le principe de ces cubes-là, c'est qu'on a une entité centrale qu'on appelle une table de faits. Hein, comme on dit, les faits sont là. Quels sont les faits? Les faits, c'est l'accumulation des factures, des crédits avec les valeurs monétaires et ainsi de suite qui sont associées avec. OK? Et autour des faits gravitent des espèces de satellites. OK? On appelle ça un schéma en étoile, ce genre de présentation-là. Imaginez que la table de faits, c'est le cœur de l'étoile et que chacune des autres entités sont en réalité les branches de cette étoile-là. Donc, à la table de faits, au cœur de l'étoile, on ajoute une dimension de produit, une dimension qui touche la périodicité, c'est-à-dire les périodes comptables et ainsi de suite. On ajoute une dimension qui touche le grand livre, donc surtout notamment les comptes de grand livre. Et dans le cas de la démo présente, on ajoute également une dimension client. Pour le moment, je ne m'attends pas à ce que tout ça vous fournisse une idée claire de ce que ça donne, de pourquoi on fait tout ça et de comment ça se présente dans la vie de tous les jours. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Excel en mode moderne, une version d'Excel qui est légèrement modifiée pour pouvoir se connecter à des cubes et plus précisément aux cubes fabriqués par SAP HANA, donc ce que vous venez de voir. Donc, le cube qu'on vient de regarder, qui s'appelle Basic Sales Demo Query, on va maintenant y accéder ensemble à partir d'Excel. Donc, ce Excel-là, votre Excel, si vous n'avez pas installé SAP HANA, je peux vous garantir que vous n'avez pas ce menu-là dans votre Excel. Vous n'avez même pas ce menu-là. Ce sujet-là sera couvert probablement dans une autre pause café. Le menu Excel Report est spécifique à faire des états financiers. Ça, c'est vraiment un beau module pour faire des états financiers. On sait que souvent, les clients peuvent avoir des besoins qui excèdent ce qui vient par défaut dans SAP au niveau d'état financier. Je peux vous assurer que ce module-là risque de satisfaire vos attentes, même les plus exigeantes. Là, pour le moment, on va se concentrer sur l'analyse interactive. Et donc, ce qu'on va faire, c'est ouvrir une nouvelle table de pivot. Parce que le principe des analyses interactives, c'est que ça travaille avec les tables de pivot. Et là, ce que Excel fait, il ouvre une fenêtre qui me permet de venir accéder au même cube que je viens juste de vous montrer. Et on va se connecter dessus en cliquant OK. On va me demander de m'authentifier. Normalement, vous n'auriez pas besoin de faire ça parce que une implantation complète d'un cube signifie que votre cube devient disponible dans le menu rapport que je vous ai montré plus bas. Mais, pour les besoins de la cause, on va s'authentifier. Ce n'est pas très long. Et voilà. Donc, je suis sûr que au moins le tiers, sinon la moitié parmi vous, avait déjà
travailler en mode pivot table dans Excel. C'est une fonctionnalité qui existe depuis Mathusalem à peu près et qui est tellement cool. Vous savez comment ça fonctionne en général, sinon ben, vous allez le découvrir ici. Là où je voudrais insister, c'est que même si vous avez une compréhension des modèles de table de pivot dans Excel, je me doute que vous n'avez peut-être jamais pu regrouper chacune de vos colonnes par thématique. Vous voyez? Et donc, ces thématiques-là, qu'on appelle des tables de dimension, ça, c'est moi qui donne ces noms-là. J'aurais pu trouver des noms plus simples, mais le but, c'est que tant qu'à donner une formation, autant se familiariser avec la vraie terminologie. Comme ça, si vous échangez avec un whiz d'informatique ce soir, vous allez pouvoir l'impressionner en lui parlant de table de dimension. Et donc, tout à l'heure, je vous montrais le fameux cube et je vous expliquais que chacune des branches de l'étoile viennent se joindre à l'étoile. Eh bien, voilà les branches. Donc, notre étoile se trouve à être toutes les données qu'on peut extraire, dont notamment des mesures de performance. Par exemple, on va sortir le revenu pour le moment et on va faire apparaître le coûtant et on va faire apparaître, disons, le profit. OK? Quelque chose qui nous vient quand même assez naturellement. Et donc, ces données-là, et vous avez vu que c'est quand même assez, quand même j'ai juste le terme anglophone, responsiveness, la sensibilité, la vitesse à laquelle l'application opère est quand même fort acceptable, mais ça doit être acceptable. Vous imaginez-vous cliquer là-dessus puis devoir attendre 20 secondes à chaque fois que vous cliquez? Donc, c'est pour ça que lorsqu'on travaille avec une mentalité de mégadonnées en tête, on vise une performance que plusieurs n'osent même pas rêver. OK? Et donc, ça, c'est ce à quoi on est habitué lorsqu'on fait du pivot. Généralement, si vous faites vos propres cubes, vous allez vous retrouver avec des petites colonnes comme ça qui sont non regroupées, OK? Alors que la façon du futur, vous voyez bien, on est en train de faire la démo, donc ça appartient également au présent. Mais tout ça pour dire que cette façon-là, cette approche-là va durer encore très longtemps dans le futur. Donc, de commencer à prendre la bonne habitude de développer du reporting avec cette technologie-là, garantit que vous allez pouvoir filer pendant des années sans trop vous faire déranger avec des nouvelles choses qui forcent des nouvelles dépenses, autrement dit. Alors, bien entendu, vous imaginez bien que si j'appuie sur l'entité client qui fait partie de la table d'attributs, ben, je vais commencer à avoir de l'information à propos de mes clients. OK? Jusque-là, c'est intéressant, mais est-ce que c'est suffisant pour qu'on puisse qualifier ça de parfaitement interactif? Bon, c'est un peu, on peut laisser ça au jugement de chacun. Maintenant, lorsqu'on commence à ajouter davantage de relations dynamiques entre des entités, là, ça peut devenir drôlement plus intéressant. Par exemple, on va plutôt faire une petite analyse par compte de grands livres. Et là, le scénario que je vous raconte est le scénario qu'on a déployé chez l'entreprise Safe and Fair Food Company, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur analyse interactive pour générer des écritures, des suggestions d'écriture périodiques de fin de mois. Par exemple, tout ce qui est vendu et facturé ce mois-ci, mais qui va être livré le mois prochain. On est capable d'aller récupérer en un clic tout ce volume-là par compte de grands livres. OK? Mais là, plusieurs d'entre vous qui avez peut-être une pensée plus critique, vous vous dites, ouais, mais c'est-tu bon ces données-là? Bien, justement, c'est là que ça commence à être, c'est là que l'interactivité commence à être intéressante. On peut, par exemple, se concentrer sur un poste qui expose des figures beaucoup plus élevées. Et là, ce que je vais vous demander, c'est d'essayer d'imaginer votre propre système de gestion. Imaginez ce que vous avez comme 100 UDF, comme colonne, comme n'importe quoi. Il doit y avoir quelque chose comme 15 000 colonnes.
plus que ça, peut-être dans SAP Business One, pensez à n'importe laquelle et on peut l'ajouter probablement dans une des dimensions pour faciliter le travail de réconciliation. Par exemple, si chez vous, le poste de revenu est affecté selon le item group, ben, on peut faire apparaître les différents item groups qui composent la valeur qu'on retrouve dans ce poste comptable-là. Vous voyez? Et vraiment, il n'y a pas de limite. Ai-je le numéro de document? Ben oui, tiens, j'ai le numéro de document. Donc, si je veux, je peux ajouter le numéro de document. Et là, ça va m'amener avec le breakdown document par document qui justifie ces montants-là. Et c'est comme ça qu'on peut, sans quitter Excel, c'est une demande qui était assez importante pour le client qu'on vient de finir d'implanter. Le client ne voulait pas devoir constamment basculer entre Excel et SAP. On fait de la finance, on fait de la finance. Donc, on a ramené dans une dimension ou une autre, on a ramené l'ensemble de tout ce qu'ils peuvent avoir de besoin pour répondre à leurs questions, puis générer leurs écritures. Par la suite, ils vont faire un save as, mettre ça dans un folder d'écriture de fin de mois, et le travail est réglé. Donc, ce modèle-là, et ce que je vous démontre en réalité, est un très petit exemple de ce modèle-là, permet une interaction ou une interactivité entre des données auxiliaires, par exemple des données de vente, telles que générées par les documents marketing, crédits et factures, et des données financières, le compte de grand livre, pour faciliter les procédures de réconciliation de fin de mois puis pour pouvoir générer des écritures. Peut-être le dernier petit feature que je vais vous montrer pour aujourd'hui. Je vais essayer de simplement enlever tout ce qu'on avait sur notre Canva. C'est la notion de hiérarchie. Alors, il est possible, tiens, je vais vous la montrer dans le cube, ça va être beaucoup plus visuel. Il est possible, dans SAP HANA, d'indiquer au système que vous aimez régulièrement présenter vos données dans un ordre particulier. Comme là, j'ai pris de façon aléatoire le pays, l'État, le Customer Group, le Name, l'Item Group puis l'Item Name. Bon, c'est vraiment une pizza all dress, comme on dit. Et ce faisant, ça prend peut-être 2 minutes à monter. C'est très, très, très facile, vous voyez. Vous avez vos différentes colonnes, vous la choisissez, vous la sauvegardez, puis ça vous donne une hiérarchie. Et ce que ça donne dans Excel, c'est que d'un seul clic, vous vous retrouvez avec pays, Canada, et même on va faire un petit peu plus de design, si vous me permettez. On a le temps. J'essaie juste de tasser ma fenêtre de GoToMeeting. J'espère pas la flusher. On fera du design une autre fois. Tout ce que je voulais, c'était simplement changer le layout du tableau. Évidemment, ça se fait très bien pour ceux qui avaient déjà fait des interactives, des analyses par pivot. Mais là, le temps, malheureusement, va nous manquer. Je vais essayer de laisser votre imagination faire la mise en forme. Mais tout ça pas grave, Charles, en passant, si tu voulais dépasser un peu pour nous montrer de quoi, là, on est là pour ça. Fait que moi, ça ne me dérange pas, là. Parfait. Donc, essentiellement, cette fonctionnalité-là, juste pour la reprendre, c'est simplement le principe à l'effet que lorsqu'on a énormément de données dans une feuille Excel, on n'a pas nécessairement envie qu'elle s'exécute de façon entièrement déployée pour se retrouver avec 600 000 lignes dans votre feuille Excel, puis à devoir ensuite cliquer sur chaque moins, vous savez, cliquer sur chaque moins pour les ramener en plus. Et donc, c'est ce qu'une hiérarchie fait. La hiérarchie va présenter en réalité les données d'une façon déjà regroupée. Donc, ça, c'est une compagnie test. En passant, les données ont peut-être du sens, ont peut-être pas de sens. Je vois que le profit est quand même intéressant. Je m'en contenterai. Donc, ici, on a le pays, l'État,
le customer group, les différents clients, les différents item groups et finalement les différents items que le client a achetés. Et on peut naturellement utiliser des fonctions qui sont fort importantes, comme pouvoir filtrer des données, parce que là, jusqu'à présent, on regarde à des données qui sont non filtrées. Et bon, on va les filtrer par année ou par période, dans le cas de cette démo-là. Donc, je vais dire, OK, on va faire un test. On va essayer de voir si on a quelque chose en 2016. C'est un faux test en passant, c'est arrangé avec le gars des vues. Je le savais qu'on avait quelque chose en 2016. Et donc, là, ce que je me permets de faire, c'est de pouvoir sélectionner une ou deux ou trois périodes, qui est vraiment pas inintéressant. Oups, là, j'ai plus de données. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que dans les périodes que j'ai sélectionnées, il n'y avait rien. Alors, on peut se demander, ouais, mais est-ce qu'on peut savoir facilement dans quelle période on a quelque chose? Ah ben oui, on peut prendre l'entité période et l'envoyer ici comme étant des colonnes. Et là, ça va vous donner ce qu'on avait vraiment comme période fiscale exposée sous la forme de colonnes. Et toute cette interactivité-là, dans le fond, ben, c'est limité par votre imagination. Donc, pour conclure cette démo, je rappellerai les principes peut-être les plus importants qui doivent gouverner la façon dont on planifie ce genre de projet-là et les objectifs qu'on devrait viser, c'est naturellement, on doit avoir de la performance. Et pour avoir de la performance, on a besoin de bien structurer le modèle de données dès le départ. Et la prétention, enfin, ça c'est ma conviction. Peut-être qu'un jour, je vais être déçu, mais à date, c'est pas encore arrivé. Ma prétention, c'est qu'il y a toujours moyen de faire rouler à peu près n'importe quoi en quelques secondes. Que on avait fait un test il y a quelques années avec un client dont le rapport de commission s'exécutait en minimum 10 minutes. 10 minutes par représentant qu'on a ramené à 2 points quelques secondes avec un projet d'interactive analysis. Donc, c'est une technologie de mégadonnées. Si pour vous autres, vous considérez que vos données, c'est un actif extrêmement précieux et que vous jugez que ça devient de plus en plus important de l'exploiter. Si vous avez, par exemple, une application web qui transfère des données de façon détaillée dans votre système de gestion et que vous pensez accumuler des centaines de milliers, voire des millions de lignes dans les 10 prochaines années, parce qu'un système ERP, ça dure au moins 10 ans, là, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord, ben, ça vaut la peine de changer nos façons de faire. Et je vous dirais que c'est à peu près là qu'on en est de nos jours. On est à peu près dans cette transition-là où, par habitude, on tend à continuer à faire les choses comme on l'a toujours fait. Mais je pense que, la maturité de ces outils-là et deux, l'importance de performer au niveau de l'intelligence d'affaires devrait inspirer à changer nos façons de faire. Merci, Charles. C'est voilà. très intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui, un petit peu ici. Victor. Merci beaucoup. Et pratique pour le reporting. Effectivement, là, c'est très intéressant, Charles, franchement, là. Oui, c'est le fun parce que lorsque je mentionne que ça inspire un travail collaboratif, ce que je veux dire par là, c'est que en entreprise, il y a plein de monde qui sont forts en Excel. Il y a plein de monde qui sont encore plus forts que le boss qui les a engagés en Excel. Et puis donc, à partir du moment où on peut fabriquer un cube qui demeure générique et que c'est l'employé qui prend le contrôle, si on veut, de faire le formatage, les sous-totaux, les ci, les ça, bien évidemment, ça réduit les frais qui sont associés à la fabrication de rapports cristal. Parce que quand on fabrique un rapport cristal, ben
le fournisseur de solutions doit tout faire pour vous. On doit mettre les colonnes dans cet ordre-là, les lignes de cette façon-là, mettre le bold ici, faire un sous-total là à plus de 100 $ l'heure. OK? Alors que quand on prend l'habitude de porter une partie de notre intelligence d'affaires dans Excel, là, on est capable d'exploiter, entre guillemets, hein, on parle pas d'exploiter à coup de fouette, mais de profiter, en fait, de l'intelligence qu'on a déjà dans la tête de nos employés. Ben, merci beaucoup, Charles. S'il n'y a pas d'autres questions, merci tout le monde. Je vais poster ça sur notre page YouTube si quelqu'un voudrait le visionner de nouveau ou le partager avec des collègues de travail. Fait que gros merci, Charles. Bon week-end tout le monde. On se voit dans 2 semaines. OK, merci beaucoup. Bye bye. Bye.